Le temps où le savant vivait isolé dans sa tour d'ivoire est révolu. Dans un monde confronté aux crises climatiques et technologiques, l'ingénieur et le chercheur ont-ils le devoir de s'engager? La science peut-elle rester neutre quand la société brûle? Nous allons parler de formation, d'éthique, de responsabilité. Et pour cette discussion cruciale, nous accueillons Laura Chobard, la directrice générale de l'École Polytechnique, et l'océanographe et climatologue, directeur de recherche au CNRS, Éric Guilliardi. Ils vont répondre tout de suite aux questions affûtées de Nicolas Bastuc, journaliste au point, le tout sous vos applaudissements. Merci beaucoup et merci d'être aussi nombreux cet après-midi. C'est le point, donc on ne se refait pas avant d'entrer dans le vif de notre sujet, parce qu'on n'a pas tous les jours un climatologue sous la main. Que penser des crues, des inondations et des tempêtes qui s'abattent sur le pays? Faut-il s'inquiéter? Y a-t-il un lien avec le réchauffement? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour les personnes concernées, bien sûr qu'il faut s'inquiéter, ils le font. Il faut voir la mobilisation de l'ensemble des acteurs autour qu'on suit dans les médias tous les jours sur ces questions. Ça montre aussi que des événements extrêmes comme celui-ci, il y en a peu, moins souvent, avec un réchauffement climatique peut-être un peu plus souvent. Mais on a des sociétés qui sont parfois vulnérables à ces événements extrêmes. Ensuite, la quantité de pluie qui tombe, elle, même si c'est difficile de l'attribuer directement au réchauffement climatique, on sait qu'une atmosphère plus chaude contient plus d'humidité. Donc quand il pleut plus. Donc c'est ce qu'on observe là. Et encore une fois, on a un pays où il y a assez peu d'événements extrêmes, on est assez résilient comme société. D'autres pays sont beaucoup plus vulnérables. Et donc je pense qu'on y reviendra. Ces questions de vulnérabilité, comment la société s'organise face à ces événements extrêmes, ce genre d'événement nous interpelle, nous fait réfléchir à où est-ce qu'on met des logements, où est-ce qu'on met des infrastructures, comment on se prépare à ces événements extrêmes. Merci pour cette petite vignette d'actualité. Je ne pouvais pas ne pas vous poser la question, mais revenons-en, non pas à nos moutons, mais à notre sujet, l'ingénieur, la place de l'ingénieur dans la société. Un mot d'abord sur vos parcours respectifs. Vous êtes tous les deux ingénieurs. Laura Chobard, directrice générale de l'École Polytechnique, dont vous êtes une ancienne élève. Comment est-ce que vous en êtes arrivée à ce poste? Comment est-ce que vous êtes devenu ingénieur? D'où vous est venu le goût des sciences? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation à cette 3e édition du Paris-Saclay Summit. Moi, je crois que j'ai mal tourné assez vite, assez jeune, par le goût des mathématiques et j'allais dire, et en même temps, du grec ancien. J'avais dans l'étude de ces deux matières un espace d'abstraction, de refuge, de réflexion qui m'ont plu, d'imagination aussi. C'était un espace créatif lorsque j'étais enfant et ça allait rester tout au long de mes études, puis de mon parcours d'ingénieur. Et alors vous, Éric Guilliardi, donc également issu de cette vénérable maison qui n'était pas encore installée ici à Saclay, mais vous êtes donc centralien. Comment est-ce que vous êtes devenu ingénieur et puis ensuite climatologue et océanographe? Comment les choses se sont faites? D'où est née votre vocation? Alors, je pense qu'il y a deux raisons. D'abord, quand on sort des écoles d'ingénieurs, on ne va pas forcément vers la recherche. Et d'ailleurs, on pourra y revenir, c'est aussi un défi. Alors, pas toutes les écoles. Et moi, c'est un petit peu par accident, puisqu'à l'époque, il fallait faire le service national. Et je l'ai fait sous forme de coopération dans un laboratoire de recherche. Et j'ai découvert la recherche en disant, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je me suis lancé. Et ensuite, c'était aussi un peu de curiosité, savoir comment l'océan, l'atmosphère fonctionne. Moi, j'ai passé toute mon enfance au bord de la mer, près de la mer, donc ça crée un lien. Et puis peut-être après, plus tard, quand on a des enfants, on se dit, bon, dans quel monde sommes-nous? Quel est mon rôle en tant que scientifique pour mieux comprendre un climat qui change, les impacts qu'on a sur notre environnement, mais aussi comment on peut y faire face. Alors, le thème de notre sujet, c'est l'ingénieur citoyen ou l'ingénieur et citoyen, ce qui appelle des compétences scientifiques, mathématiques, mais pas seulement. Sur quels critères, selon vous, doit se faire d'abord le recrutement pour entrer dans l'école et ensuite la formation pour cultiver d'autres qualités qui permettront aux scientifiques d'être aussi un citoyen capable de qualité humaine, de rigueur intellectuelle, d'esprit critique, du sens du bien commun. Comment est-ce que vous décelez ces qualités à l'entrée et puis ensuite comment vous les cultivez lors de la formation que vous proposez
à l'école polytechnique, Laura? Et je pense que l'ingénieur citoyen, ça fait partie du projet initial de l'école polytechnique. C'est une école qui a été créée à la Révolution, avec l'idée de faire émerger des élites formées par la science et capables de défendre l'intérêt général, de reconstruire une société sur d'autres bases que celles de l'Ancien Régime. Donc le fait qu'il soit à la fois formé par la science, mais tourné vers la société et l'action, c'est dans la mission initiale de l'école polytechnique. Évidemment, hérité des Lumières, hein, de l'idée du savant total qui était capable d'appréhender toute la connaissance humaine. Je pense que cette vocation initiale, elle est d'autant plus pertinente aujourd'hui. On voit que les défis auxquels on est confronté, premier titre desquels le défi climatique ou le défi de la décarbonation, évidemment, ils font appel à des compétences scientifiques, technologiques, mais évidemment, ça ne suffit pas. Il faut être capable de porter un regard non seulement pluridisciplinaire dans le champ scientifique, mais beaucoup plus large que ça, systémique sur ces questions. Et c'est pour ça qu'on continue à enseigner à nos élèves, évidemment, beaucoup de sciences, mais aussi des sciences humaines et sociales, de l'économie, du sport, et ce lien à l'intérêt général au travers du vecteur de la formation humaine et militaire. Alors, vous chérissez cette expression, vous ne l'avez pas employée, mais d'ingénieur humaniste, au sens où on l'entendait à la Renaissance. Est-ce que vous reprendriez volontiers, Éric, cette formule à votre compte, former des ingénieurs humanistes? Bien sûr. Alors avec moi, toute je parlerai l'exigence que ça implique. Bien sûr. Moi, je parlerai plus au nom des scientifiques, qui sont plus larges que les ingénieurs. Et en fait, il y a sans doute trois phases ou trois rôles du scientifique. Un, ça va être de faire de la connaissance nouvelle. Donc ça, c'est vraiment le rôle de la recherche fondamentale, et ça va faire appel à des valeurs d'établissement de preuves, de relecture par les pairs, toute la démarche scientifique. Et donc ça appartient à la communauté scientifique. Ensuite, il y a un deuxième volet quand on s'approche de la société, qui est l'expertise. À un moment, des porteurs d'enjeux, des politiques, des entreprises vont poser des questions scientifiques. Qu'est-ce qu'on sait dans tel domaine ? Je veux construire un pont, ou qu'est-ce qu'on sait sur le réchauffement climatique, les rapports du GIEC. Donc c'est un travail un peu différent, c'est voir quel est le consensus scientifique à un moment donné sur tel sujet. Donc ça, déjà, on s'approche... Qui est clair. Qui est clair, mais alors, avec rigueur. Qui répond à des questions. Et puis, il y a la troisième phase qui va être comment on mobilise la connaissance pour la décision en société. Ce qui, là, est autre chose, va demander effectivement des ingénieurs, mais aussi des politiques qui comprennent ce que c'est que la connaissance scientifique, mais aussi des scientifiques qui comprennent qu'on ne prend pas des décisions uniquement basées sur les connaissances scientifiques, mais il y a de nombreux autres registres de savoir, de connaissances, la culture, les croyances, les foi, un certain nombre d'aspects. Et donc la connaissance scientifique est fondamentale, mais c'est pas la seule. Donc je pense que dans la culture à développer, puisqu'on parle des chercheurs et des ingénieurs, de comprendre ces différents registres, ces différentes postures, c'est important pour ne pas les mélanger, à la fois eux-mêmes et que le reste de la société, en ayant une bonne culture scientifique, les comprenne aussi. Et bien les distinguer. Donc, et bien les distinguer. Alors, en préparant cette rencontre, vous m'avez dit quelque chose de très intéressant et original. La formation du scientifique, ça commence par l'introspection. Vous êtes un disciple de Socrate. Pour vous, il est essentiel d'abord de se connaître soi-même, d'identifier ses valeurs, de se demander en quoi elles peuvent éventuellement interférer dans ses choix, dans ses recherches, dans ses travaux. Voilà, donc ça c'est une démarche qui devrait guider tous les scientifiques et tous les citoyens. Se connaître, et comment d'ailleurs se connaître? Tout à fait, c'est en prolongement de ce que je disais à l'instant. C'est à partir du moment où on va vers les autres, comprendre quelles sont les valeurs qui portent cet engagement public. L'engagement public, il y a différents rôles du scientifique. Ça peut être de partager ses connaissances, de faire, par exemple, de partager une publication, de faire une communication scientifique. Ça peut être l'expertise dont on parlait, mais ça peut être aussi l'engagement public. L'engagement public, c'est parler en tant que chercheur, de façon publique, pour pousser à l'action. En disant, voilà, moi je suis climatologue, je vous dis, je pense qu'il faudra arrêter de prendre l'avion. Un médecin qui va vous dire, vaccinez-vous. Vous voyez, donc c'est différent, c'est des registres différents. Ce dernier registre, il est important, parce qu'il faut que ceux qui ont une connaissance participent au débat public, mais il faut aussi comprendre d'où l'on parle, quelles sont les valeurs qu'on va porter,
Moi, maintenant, quand je commence mes conférences grand public sur le climat, je dis, je suis devant vous, je devrais être dans mon laboratoire à faire avancer la recherche. Pourquoi je viens devant vous? Ça ne va pas de soi. Donc, je dis, mes valeurs, c'est que voilà, un climat qui change a le potentiel de créer du malheur humain. Ce n'est pas la seule source de malheur humain, il y en a 17, les objectifs du développement durable des Nations Unies. Et donc, je viens partager avec vous ce qu'on sait, réfléchir ensemble sur ce qu'on peut faire. Et faire ce travail préalable me semble essentiel pour que la parole du scientifique puisse jouer un rôle dans la société, mais qui ne soit pas catalogué soit en étant scientiste, en disant il n'y a que la science qui nous dictera ce qu'il faut faire, ou militant, en disant bah oui, les climatologues, c'est tous des écolos verts déguisés qui veulent nous révolutionner et changer la société, etc. Donc il y a ce travail préalable, il me semble essentiel pour que notre expertise reste pertinente dans le débat public. Ce qui est compliqué, parce qu'il y a une espèce de dédoublement de la personnalité. Enfin, en tout cas, il y a le besoin, la nécessité de dire à quel titre on parle, de ne pas tromper le public. Voilà. Est-ce que c'est le scientifique qui s'exprime ou est-ce que c'est le citoyen, voire le militant, qui prend la parole? Exactement, et c'est pour ça que ce travail, avant une intervention en public, mais c'est comme quand on va dans les médias. Moi, j'ai fait des médias training, j'ai appris qu'il y a 80% du travail de l'interview, c'est avant, c'est préparer, c'est bien réfléchir. Là, pour l'engagement public du chercheur ou même de l'ingénieur, c'est réfléchir au préalable, quelle est ma légitimité à m'exprimer sur ce sujet, quelles sont les valeurs qui portent ça, et aussi de se dire le message que je veux dire, il doit être fidèle à l'intégrité et à la rigueur scientifique. On est tout le temps tenté par vos collègues dans les médias en disant voilà, ça va être de notre faute. Non, mais on est poussé à prendre position, oui. Et si on n'est pas préparé à ça, on peut prendre position, mais bien réfléchir d'où l'on parle et de ne pas vouloir rendre une histoire un peu plus impactante, mais à la limite de la connaissance scientifique. Donc la tentation, elle est toujours là. Et que l'engagement donc ne vienne pas polluer la rigueur des travaux scientifiques. Exactement. Alors, Madame Chaubard, vous avez lâché le mot, vous avez parlé d'élite tout à l'heure. L'excellence, c'est une valeur que vous revendiquez, que l'école polytechnique cultive. Qu'est-ce que vous entendez par ce mot? Pour moi, c'est quand même un des fondements de la République. Encore une fois, depuis la Révolution, la France a fait le choix de confier des responsabilités publiques et de choisir un modèle d'émancipation par l'éducation et par la connaissance. En opposition évidemment avec les modèles de reconnaissance sociale et d'émancipation qui préexistaient dans l'Ancien Régime. Elle a refait ce choix très fortement au XIXe siècle. C'est-à-dire que c'est par l'éducation qu'on peut s'élever individuellement et créer de la mobilité sociale, mais aussi collectivement dans le projet républicain. Et l'école polytechnique, comme d'autres, sont les héritiers de ce choix important de la France qui a défini peut-être avec la notion d'état de droit ce qu'est la République aujourd'hui, qui n'est pas la trajectoire de toutes les grandes démocraties. Les États-Unis, qui restent une très grande démocratie, ont eu une trajectoire un peu différente vis-à-vis de la démarche scientifique. Ils se sont d'abord construits par le droit et sont devenus après une grande nation scientifique. Mais je crois que, oui, cette notion de méritocratie et de voie d'émancipation par la connaissance, elle est essentielle et c'est elle qui a produit ce mot d'élite. Alors, est-ce que aujourd'hui cette méritocratie est parfaite? Non. Mais il ne faut pas renoncer à ce choix important de la connaissance au cœur de notre République, de notre débat public et de notre débat démocratique. Alors je me dois de vous poser la question, et je sais qu'on vous la pose chaque jour. Quand on parle d'excellence et que l'on sait que seulement 20% des admis à Polytechnique sont des filles, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que Pourquoi d'abord et comment faire en sorte qu'on n'exclue pas la moitié de l'humanité de l'école polytechnique? Alors ce n'est pas le cas quand même, il y a 20% de filles, mais enfin c'est quand même, on est loin de la parité. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, que vous essayez de corriger les choses. Comment on explique cette faible proportion, et qu'est-ce que vous entendez faire pour remonter un petit peu les taux féminins?
Oui, alors c'est un sujet qui dépasse l'école polytechnique, puisque Oui. on a 20% d'admises, mais 20% de candidates. Donc on voit que ça se joue bien avant. C'est pas pour ça que chacun n'a pas un rôle à jouer dans l'accès aux filières scientifiques des jeunes femmes. Et puis, je le rappelle à chaque fois, mais les femmes font des sciences. Elles font des sciences de la vie, elles sont majoritaires dans les études de médecine. On a un sujet de parité dans les sciences fondamentales, les sciences à dominante mathématiques. Et c'est vrai que les écoles d'ingénieurs françaises se sont pour la grande majorité construites sur ce socle-là. Donc on retrouve ces biais d'orientation vers les écoles d'ingénieurs, comme vers les licences les plus matheuses d'ailleurs à l'université, en France et dans un grand nombre de pays occidentaux. C'est un biais culturel très fort. Les causes, on pourrait en discuter longuement et je répondrai volontiers à toutes les questions. Il y a une place, je pense, des mathématiques en France qui est à la fois un critère d'excellence, de sélection. La France reste une grande nation mathématique, mais du coup, un critère aussi d'exclusion, de sélection et un sujet d'évitement pour une partie des jeunes femmes qui sont intéressées par les sciences. Le fond de ma pensée, c'est qu'on ne comprend pas bien. On a tous des hypothèses de comptoir, mais on ne comprend pas bien où se forment ces biais et comment les contrer. Et c'est pour ça qu'on lance aujourd'hui des initiatives de recherche avec les écoles normales, notamment, puisque aujourd'hui, tous les parcours scolaires de nos écoliers, collégiens, lycéens sont numériques, ils génèrent beaucoup de données. Donc, on veut essayer d'exploiter ces données pour comprendre où se forment les biais et à quel moment on peut injecter une intervention, une information qui permette de les contrer. Ce que vous dites aussi, c'est qu'on manque un peu de grands modèles féminins. Bon, Marie Curie, ça date un petit peu. Alors, on en a quand même des grandes scientifiques. Sophie Adno, là, qui est partie dans l'espace, il y en a d'autres. Mais c'est important que des femmes portent haut et fort les couleurs de la science. Éric Guilliardi, je vous vois opiner. Vous êtes... Bien sûr que les rôles modèles. Et alors, par une autre casquette, je m'occupe aussi d'éducation au climat et dans les ressources pédagogiques qu'on fait, on fait très attention de mettre en avant effectivement des rôles féminins, puisque l'éducation climat, c'est d'abord une éducation à la science, ça c'est important. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, ces différences, on les voit arriver très tôt. C'est-à-dire dès le CP, où les filles et les garçons rentrent avec le même niveau en maths, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, on voit un décrochage des filles. Et donc là, il y a de la recherche qui est en train d'être faite pour comprendre. Est-ce que c'est le regard de la mère à la maison? Est-ce que c'est la façon dont l'enseignant ou l'enseignante mène les choses? Et c'est très tôt, en fait. Donc, moi, je pense qu'on va arriver à mettre le doigt. Alors, c'est pas propre à la France, bien sûr, mais ça commence extrêmement tôt. Et après, effectivement, c'est très dur de rattraper. Donc ça, c'est, je pense, un effort collectif de tous les instants. Alors, on parlait tout à l'heure d'ingénieurs humanistes. J'aimerais vous interroger sur la place des sciences humaines dans la formation de l'ingénieur. Je me suis rendu compte que vous y étiez tous les deux très attachés en préparant cette rencontre. Vous dites à peu près la même chose, Éric Guilliardi, je vous cite. On a besoin des sciences humaines et pas seulement des sciences inhumaines, ajoutiez-vous avec humour, pour rester pertinent dans l'espace public, pour comprendre comment la société fonctionne. Et vous, Laura Chobard, vous me disiez, on a besoin des sciences sociales pour rester pertinent. Quelle est la place des sciences sociales dans le cursus de Polytechnique? Et puis, en quoi est-ce que c'est important, Éric, dans la formation continue de l'ingénieur? Et de quelles sciences sociales parle-t-on d'ailleurs? Oui, ben la formation polytechnicienne est singulière parce qu'elle laisse une grande place évidemment aux sciences dites dures ou fondamentales, mais également aux sciences humaines et sociales, aux disciplines artistiques, aux disciplines sportives aussi. On est toujours dans cet idéal, non pas d'appréhender toute la connaissance humaine, ça, ce n'est plus un idéal accessible, mais du fait qu'il faille un regard élargi, non seulement sur les sujets scientifiques et sur l'abstraction que permet la démarche scientifique, mais aussi pouvoir dire le monde par la science sous différents angles. Et c'est un enrichissement fabuleux. Je pense que la plupart des anciens élèves se souviennent autant
de leur cours de physique quantique que de leur cours de philosophie ou d'art contemporain. Je pense que ça les enrichit aussi personnellement, ça les fait grandir à un moment charnière où ils deviennent de jeunes adultes éclairés. Et c'est un ADN auquel on tient beaucoup. Oui, Eric Guilliard. Oui, alors la formation des scientifiques de sciences inhumaines, hein, parce que en sciences sociales, c'est aussi des scientifiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos parcours en France, qui est quand même... Alors, il y a des exceptions, hein, je pense qu'effectivement, quelques écoles d'ingénieurs, mais beaucoup de parcours sont très en silo. Il ne va pas y avoir beaucoup, ou alors ça va être un supplément d'âme de temps en temps. Et je pense que pour des sujets comme... la médecine, que beaucoup de sciences qui ont à voir avec des décisions à prendre en société, il faut que les scientifiques travaillent de façon interdisciplinaire dès le début, dès le moment où on se pose la question. Et c'est pas simple parce que c'est des univers scientifiques différents qui ont une façon d'appréhender la démarche, l'administration de la preuve qui est différente. Donc culturellement, c'est pas facile. Vous allez travailler avec des sociologues, des économistes, des philosophes des sciences. Et pourtant, c'est essentiel pour qu'on co-construise les questions. Et même, je vais un cran plus loin, c'est aussi d'interagir avec la société. C'est souvent, et on voit ça chez nous, alors c'est en train de changer, pendant des années, on se disait, bon, on va faire tourner nos gros modèles de climat, on va faire de la régionalisation, on va dire, voilà les impacts, débrouillez-vous avec ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est retourner complètement, en partant des questionnements de la société au niveau local. Par exemple, il y a les groupes régionaux d'experts du climat. Il y en a en Ile-de-France, il y en a dans plusieurs régions. En fait, les acteurs de la locaux vont se réunir en disant, bon, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de défi environnemental pour nous, et climat, mais aussi la biodiversité, les pollutions, etc. Réfléchir à nos vulnérabilités, à ce à quoi on accorde de l'importance. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tout ça, c'est pas les scientifiques du climat qui savent. Et une fois que ça est établi, alors les scientifiques du climat sont autour de la table, on va ensemble dessiner des scénarios, voire réfléchir à des leviers d'action. Mais là, vous voyez, on renverse complètement la structure. Donc, on est en train peu à peu d'aller vers ce genre de démarche. Et pour ça, les sciences de la société, de façon large, elles sont au cœur. Elles sont plus périphériques ou en supplément d'âme. Si je peux me permettre de rebondir, parce que ça m'inspire un exemple très concret. On a inauguré il y a quelques mois un nouveau cours sur les défis environnementaux, et ça commence par une balade audio sur le campus qui parle de la transformation du paysage du plateau de Saclay, depuis des terres agricoles jusqu'au cluster scientifique de premier plan mondial qui nous réunit aujourd'hui. Et sous différents aspects aussi, montre l'impact de l'urbanisation, de la transformation des paysages dans la zone et sur le lieu de vie de nos étudiants pendant qu'ils sont sur le campus. Donc de partir, et évidemment avec l'éclairage de plusieurs disciplines. Hein. On entend dans cette balade audio, évidemment, des climatologues, mais aussi des économistes, mais aussi des experts des sciences des matériaux, pour nous parler de la bétonisation, et aussi une agricultrice du plateau. Donc cette nécessité d'abord de partir de notre environnement, de leur environnement, et puis de l'éclairer par différents regards scientifique, elle est au cœur de notre pédagogie aujourd'hui. Alors un mot sur la nouvelle génération, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, vos élèves, les jeunes chercheurs que vous accueillez dans votre laboratoire. Comment est-ce que se sentent-ils plus citoyens que leurs aînés? Sont-ils plus inquiets, plus critiques, plus militants? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nouvelle génération, sur l'ingénieur qui, demain, sera aux commandes? Bon, d'abord, ils sont formidables. Enfin, franchement, c'est des générations très, très attachantes. Ils sont beaucoup mieux informés. Et ça, c'est quand même... Ça peut paraître paradoxal parce qu'on parle beaucoup de désinformation, mais néanmoins, ils savent avoir accès à des sources d'informations fiables, beaucoup mieux informés, sans doute beaucoup plus préoccupés par l'état du monde, et on peut comprendre pourquoi. Mais du coup, beaucoup plus préoccupés de savoir comment ils peuvent agir et conscients qu'ils ne le feront que collectivement.
Et ce rapport au collectif, pour être passé en tant qu'élève dans les mêmes murs il y a quelques décennies, il était beaucoup moins présent. Ils savent qu'ils ne pourront avoir d'impact qu'ensemble. Ça, j'y vois un signe d'espoir pour leur futur parcours et les solutions qu'ils pourront construire avec d'autres sur les défis climatiques. Alors vous, votre sujet, Eric Gagliardi, c'est le climat. J'imagine que les jeunes chercheurs sont particulièrement sensibles à la question du réchauffement. Sont-ils aussi militants font-ils preuve de la même rigueur en faisant la part des choses? Dans quel état d'esprit arrivent-ils dans votre labo? Alors c'est vrai que dans nos différents laboratoires de la Communauté scientifique des sciences du climat, on voit arriver une génération, depuis quelques années maintenant, je dirais 10-15 ans, de jeunes pour qui c'est un engagement de vie, effectivement, de venir faire de la recherche sur ces questions. Ils sont... Je dirais, ils nous ont aidés à repenser toutes ces questions, tout ce dont je viens de parler avant, des questions qu'on ne se posait pas forcément. Et c'est vraiment sous leur impulsion qu'on va se poser des questions sur l'éthique de la prise de parole, sur l'engagement, sur le fait d'être inclusif quand on s'occupe de services climatiques, d'aller vers des gens, des organismes ou des gens qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que d'autres. Voilà. Donc ça il nous pousse beaucoup. Maintenant, là où il y a une vigilance, et nous on travaille dans nos formations universitaires ou dans les écoles doctorales, c'est de bien distinguer les différents registres d'action. Que vous disiez. Voilà, c'est-à-dire la démarche scientifique, on va apporter une preuve où là, l'engagement personnel ne doit pas venir empiéter, c'est le bon mot, mais en même temps, l'importance de cet engagement public dont on parlait, où ils sont tous friands, que ce soit de façon collective ou individuelle. Hein. On insiste, donc dans le comité d'éthique du CNRS dont je fais partie, on a rédigé un avis sur l'engagement public des chercheurs et on insiste sur le fait que c'est une liberté individuelle. C'est-à-dire, certes, il y a bénéfice à le faire de façon collective, mais il faut que ça reste une liberté individuelle. Ça ne fait pas partie de la fiche de poste du chercheur, cet engagement public d'aller prendre position. Et donc, ni même de vulgariser ou là pour alors non, vulgariser, ça c'est autre chose. Ça fait partie de son travail. La communication scientifique et l'expertise font partie de la fiche de poste du chercheur et du métier. Voilà. Par contre, l'engagement public, qui est de prendre la parole pour dire il faudrait faire ceci ou il faudrait faire cela, nous on estime... Voilà, comité d'éthique du Sénat, est-ce que c'est important qu'il y ait des chercheurs qui le fassent? Parce que si ce n'est pas eux qui le font, la nature ayant horreur du vide, ça sera d'autres qui auront moins d'expertise. Mais pour le faire, il faut les attendus dont on parlait tout à l'heure. Hein, et donc on s'attache à les former aussi très tôt. Moi, j'aurais souhaité, quand je faisais ma thèse, il y a aussi quelques décennies, avoir ce type de formation. Maintenant, dans les écoles doctorales, à tous les niveaux, ils ont des formations sur l'éthique, sur l'engagement, sur toutes ces questions, pour qu'ils puissent faire la part des choses et bien comprendre les différents registres. Et en fait, ces différents registres, il faut commencer à les apprendre dès l'école. C'est comme les sciences pour les filles, ça commence très tôt, pour que dans le monde compliqué dans lequel on est, face à des flots d'informations plus ou moins fiables, de développer les compétences des jeunes pour identifier les sources fiables d'informations et comprendre les différents registres. Déjà, si on arrive à mettre dans notre système d'éducation nationale, d'acquérir ça, on aura fait un énorme pas en avant pour notre fonctionnement démocratique, qui soit bien sûr basé sur ce que la science apporte, mais de comprendre que la science ne peut pas tout, et qu'il y a tous les autres aspects qui sont plus politiques. Hein, il y a toujours ce risque de dépolitiser les enjeux, en disant beaucoup de gens vont dire le changement climatique c'est un problème de science, je comprends rien à la science, les scientifiques vont s'en occuper, je suis pas concerné. Non. Et donc dans les récits qu'on fait, dans les mots qu'on va utiliser, c'est extrêmement important de comprendre ces registres et de les mobiliser à bon escient pour ne pas les gens aient l'impression que c'est un sujet qui les concerne pas. Alors Laura, vous aimez cette métaphore de la tour d'ivoire et de l'ingénieur qui doit sortir de sa tour d'ivoire. Je sais que cette formule vous laisse un petit peu plus perplexe. Qu'est-ce que vous entendez par là, sortir de sa tour d'ivoire? Alors, pour faire quoi? Aussi, hein. Pour dire quoi? Ah non, je croyais que cette expression, vous la repreniez volontiers à votre compte. En tout cas, comment vous l'entendez? Non, ça me laisse perplexe parce que pour moi, la pratique scientifique est une manière de dire le monde.
Et donc, si on est en dehors du monde, on ne peut pas dire grand-chose. C'est vraiment une manière de partager l'expérience sensible, évidemment en construisant une abstraction, et c'est peut-être à ça que vous faites allusion en parlant de tour d'ivoire. Toute la démarche, sortir de sa tour d'ivoire. Toute la démarche scientifique, c'est d'arriver à relier nos expériences humaines du monde dans une abstraction qui nous permette de raconter la même histoire, de relier nos expériences, de comprendre le monde dans lequel on vit, de comprendre le passé et de prédire l'avenir. Parce que toutes les disciplines scientifiques ont à cœur de prédire ce qui va se passer, sans parler des climatologues en particulier, on compte sur eux. Mais il y a quand même cette ambition d'un récit commun et qui parle du monde et de nos expériences sensibles du monde. Donc non, moi je ne me reconnais pas dans cette tour d'ivoire. Le plaisir de l'abstraction, oui, mais l'abstraction pour dire le monde, comme la peinture abstraite, parfois produit des fulgurances qui nous disent le monde de manière encore plus marquante, percutante qu'un tableau figuratif. Ce que je voulais dire, c'est que vous aimez cette expression que le scientifique devrait sortir de sa tour d'ivoire et non pas y rester. Je ne le crois pas enfermé dans une tour d'ivoire. Oui. Et vous nous dites qu'on sort forcément de sa tour d'ivoire, ça n'existe pas. Voilà, moi je pense qu'il y a plusieurs illusions, d'ailleurs, dans nos formations scientifiques à l'époque, on avait plus facilement que maintenant, puisque nos jeunes sont exposés à toutes les dimensions dont on parle à l'instant. Il y a aussi l'espèce d'illusion de neutralité, en disant la science est neutre. Je me souviens encore, quand j'étais en classe préparatoire, il y avait ces livres de révision, et il y en avait un sur les politiciens. Un politicien est ni de droite ni de gauche, il est dans l'axe. Ça m'a marqué, celle-là. Et en y repensant, la neutralité, ça veut dire qu'on vit dans un monde éthéré, sans valeur. Ça n'existe pas. Et heureusement, on a tous des valeurs. Et ce dont parlait Laura, en tant que scientifique, notre valeur commune, c'est effectivement de faire sens du monde qui nous entoure. Et donc c'est pour ça plutôt que le mot neutre, je préfère le mot fiable. Les scientifiques fournissent des connaissances fiables. Fiables, pourquoi? Parce que d'un côté, elles suivent la démarche scientifique, elles sont robustes, elles sont validées par les pairs, il y a un état de l'art, on peut s'appuyer dessus. Et de l'autre, elles ont à voir avec des questions que se pose la société. Donc, elles sont utiles au débat de société. Et donc, je pense dans la formation de nos jeunes, mais de nous tous, de savoir comment on attribue notre confiance, puisqu'on est quand on vit en société, on est obligé de faire confiance. Et c'est quand on attribue la confiance, il faut savoir distinguer les sources fiables. Et voilà, dernier point pour rebondir sur ce que vous disiez sur prévoir le futur, l'avenir. Moi, j'aime bien cette phrase de Saint-Exupéry, l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Et il y a là aussi, il y a parfois un risque, et on est les premiers, je pense, coupables, avec nos modèles où on fait des scénarios, qui c'est pas la même chose qu'une prévision, scénario. On se dit, voilà, le monde en 2100, ça sera ça. Mais tous nos ancêtres qui se sont livrés à des prévisions sur ce que serait la société dans des dizaines d'années, on en rigole aujourd'hui. Et je pense que c'est la même chose. Donc, les scientifiques, alors à part la prévision du temps sur 8-10 jours, on fait des prévisions saisonnières sur quelques mois, le reste, c'est pas écrit. C'est des outils de réflexion, de projection, pour réfléchir à quel monde on veut, qu'est-ce qui est important. Mais il y a souvent une anxiété qui vient en disant « Oh là là, voilà ce que le monde que les scientifiques nous prédisent », mais absolument pas. Et donc là aussi, dans les récits et dans comprendre ces différents registres, c'est important de distinguer ce qui va relever d'un outil pour réfléchir, effectivement, d'une prévision et une confusion sur les thèmes prévision, projection. Voilà. Je pense. Je te rejoins là-dessus, mais l'idée même de modéliser, c'est de pouvoir observer quand même le comportement d'un système dans le passé, dans le présent et aussi dans l'avenir. Donc il y a quand même cette projection vers l'avenir et ce qui nous attend dans la démarche scientifique. Merci à tous les deux, on vous applaudit chaleureusement. C'est le moment des questions. Monsieur, on descend, on va vous apporter là, au deuxième rang, on va vous apporter un micro de façon à celles et ceux qui nous regardent. Non, ne parlez pas. Certains nous regardent en streaming, ils ne vont pas vous entendre, ce serait dommage. Le micro arrive par là. Et on vous écoute, monsieur. Dans l'esprit de parité, ma question est simple. Qui était Sébastienne Guyot? J'ai posé la question plusieurs fois déjà.
Aujourd'hui, personne n'a su me répondre. Donc, si on me demande Michelin, je sais. Si on me Alors, je demande pense que Peugeot, je l'effet sais. collatéral de l'effet Mathilda, ça doit j'en déduis que c'est une scientifique et qui a dû tomber malheureusement dans les Peut-être. oubliettes de l'histoire comme de nom. Peut-être une ingénieure. Elle doit être Et peut-être centralienne. une ingénieure. La Ah ben une Elle doit centralienne. être Non mais dites-le dans le centralienne, micro, forcément. c'est. Mais qu'a-t-elle fait en plus d'être centralienne? Allez-y monsieur. Excusez-moi, bonsoir, je peux répondre. Je suis Centrale Supélec, donc je me permets de répondre. Oula, tout le monde me regarde, j'ai intérêt à dire des choses intéressantes. Levez-vous monsieur. Qu'on vous voit bien. Voilà. Première femme diplômée Centrale Supélec, 1923-1922. Et donc ici, il y a 3 bâtiments, Breguet, Eiffel et Bouygues. Et le bâtiment à Paris s'appellera Sébastien Guyot. Voilà, c'est juste la première centralienne diplômée. Et donc, c'est pour ça qu'on la met en valeur. Et résistante et marathonienne. Ah. Merci. Merci, maintenant je sais. Coller une polytechnicienne et un centralien, il fallait le faire. Bravo, monsieur. Vous parlez des polytechniciennes. Est-ce qu'on a une autre question? Monsieur, on va vous donner le micro. On vous écoute. Levez-vous qu'on vous voit. Ah non, c'est pas... Ah, d'accord. C'est comme les gens qui lèvent la main aux enchères et voilà. Là, vous avez perdu. C'est vous qui allez poser la question. Une autre question? On vous fait passer le micro. C'est en haut que ça se passe. On vous écoute. Bonjour, je suis un peu embêté parce que je suis dans un lieu d'excellence. J'ai l'impression à vous écouter qu'on va vers une dérive wokiste des sciences. Et c'est assez inquiétant à mon sens. Il nous faut un peu plus d'éléments. Vous là. entendez Qu'est-ce que- par Vous dérive dites, des sciences inclusion, etc. Tout ce qui est machin. Vous voyez, les gens sont comme ils sont. Là, vous avez dit, il faut des preuves solides, etc. Des confrontations. La meilleure confrontation, c'est la diversité des sources. On ne va pas dire les sources fiables et pas fiables. On lit plein de choses et après on se fait son idée. C'est ça la fiabilité. Parce que c'est la confrontation. La confrontation de tout. Il n'y a pas des sources labellisées, pas labellisées. En tout cas, il y a beaucoup de domaines où ce n'est pas le cas. Donc c'est un peu inquiétant par rapport à ce que j'ai entendu. Alors, c'est moi qui ai utilisé le mot inclusif, donc j'ai essayé de préciser ce que j'entendais. C'est à partir du moment où des experts ou scientifiques s'emparent de questions de société, il est important que la société fasse partie de la discussion, dans le sens qu'il faut les inclure dans la discussion. C'était ça le sens de mon usage de ce terme. Et sinon, on est dans de la science descendante, du scientisme qui aboutit à voilà, des développements qui sont faits à côté des besoins de la société. Ça, on pourra tous en lister des longs exemples. Dernière question, peut-être? Oui, une dernière question. Oui, on va vous donner le micro, madame. Il faut savoir que je voudrais avoir votre réponse. Il y a une dame qui est venue d'Israël, Madame Maya Wind, on lui a refusé la conférence à l'ENS, donc elle l'a fait à Jussieu. Alors, je suis pas Est-ce sûr que vous ce soit... trouvez... Elle plaide pour un meilleur partenariat entre les écoles d'ingénieurs françaises et d'Israël et plus de laïcité surtout. Est-ce que vous l'auriez reçu? Voilà, merci beaucoup. Je ne peux pas répondre, je connais ni cette dame, Oui, je ni crois pas le sujet que vous évoquez. On est un petit peu hors du sujet, si je peux me permettre. Non, vous voulez dire un mot là-dessus? Alors, c'est un long débat et c'est vrai que on a une tradition, en tout cas dans les sciences en général, d'essayer de collaborer au-delà des problèmes géopolitiques, on va dire. Et c'est vraiment une longue tradition scientifique d'essayer de... Ensuite, là, on voit des choses qui se passent récemment. Il y a eu le CNRS a été interdit de travailler avec les Russes. C'est la première fois que le CNRS reçoit une injonction du politique là-dessus. Et alors, le citoyen en moi comprend, le scientifique en moi s'inquiète. Donc voilà, la science est quand même un langage commun, ce qu'on disait tout à l'heure, qui permet de faire des ponts. Et souvent, les lieux de savoir dans des pays qui ne partagent pas nos valeurs sont des poches de résistance, sont des lieux dont on a envie de soutenir. Donc mais c'est un débat compliqué. Là-dessus, je peux apporter peut-être le contrepoint. Évidemment que la science a une inspiration, est une promesse d'universalisme, on l'a dit. Et donc, pour tout scientifique, c'est forcément un crève-cœur de devoir réduire cet universalisme. Il est vrai aussi que la science, la technologie a toujours été un instrument d'expression de la puissance.
puissance stratégique, puissance politique, parfois puissance militaire. Et donc, on doit trouver la bonne ligne de crête dans des temps troublés entre ces deux réalités, cette aspiration que nous avons tous à l'universalisme et l'expression de plus en plus désinhibée des puissances dans le monde. Merci encore à tous les deux, on vous applaudit, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour parler de suprafusion. À tout de suite.